Bonjour. Avant tout, je tiens à remercier tous les participants qui ont mis de l'énergie, de l'innovation, de la créativité dans leurs actions depuis 3 ans sur ce programme Start and Change. Changer le monde, c'est une action à conduire au quotidien. C'est le thème de notre table ronde aujourd'hui. Les sujets nombreux autour des ODD qui ont pu être explorés par les jeunes et leurs équipes pédagogiques à travers de nombreux travaux conduits dans les MFR de Bourgogne-Franche-Comté en associant des partenaires locaux et régionaux. Merci à ceux qui seront présents pour témoigner tout à l'heure. De même, pour la question des migrations ô combien importante et difficile pour notre société aujourd'hui et demain, aborder ce sujet avec des jeunes de 14 à 22 ans est essentiel pour leur permettre de prendre de la hauteur et de se faire une idée au plus juste et du plus vrai de la situation. Ces migrants dont nous parlons trop souvent sans identifier les personnes et les parcours de vie qui se cachent derrière ce terme générique. Le programme Start and Change arrive à sa fin. Cet événement final avec des partenaires européens a lieu en ligne pour des raisons que nous connaissons tous. Nous souhaitons que la Covid ne soit pas un frein à l'accompagnement de nos jeunes par les équipes pédagogiques dans nos MFR que nous formons pour qu'ils deviennent des professionnels aguerris mais aussi des citoyens engagés et ouverts sur les questions du monde. Des citoyens capables de le comprendre. Ils seront demain des acteurs de notre société. Encore merci pour votre engagement, vos actions concrètes sur le terrain, seul facteur de changement au quotidien. Et merci aux participants de la table ronde qui aura lieu tout à l'heure. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous proposer un temps d'échange autour du projet Start the Change pour la conclusion de ce projet de 3 ans qui avait pour objectif de nous permettre de travailler avec les jeunes et les adultes en formation sur les objectifs du développement durable et en particulier sur les thématiques du changement climatique et des migrations. Alors pour ce faire, nous avons réuni un certain nombre de partenaires puisque depuis 3 ans, les maisons familiales de Bourgogne-Franche-Comté conduisent des projets d'action avec les jeunes. Et pendant ces projets d'action et avec ces projets d'action, elles ont mobilisé un certain nombre de partenaires, dont une petite partie est présente aujourd'hui et avec lesquels nous allons pouvoir échanger sur le sujet. Alors sans plus attendre, je vous propose de donner la parole tout de suite à un de nos partenaires qui va pouvoir se présenter, nous dire un petit peu par rapport à la thématique qui était « Je change le monde au quotidien », comment lui, aujourd'hui, est engagé dans ces changements et les poursuit. Alain, si tu veux bien prendre la parole. Bonjour, donc je m'appelle Alain Chevalier, je représente ici une association de bénévoles, d'apiculteurs bénévoles, mais pas que d'apiculteurs. Cette association s'appelle ApiFlore-Dev, pour apiculture, flore et développement. Voilà. Donc depuis 2003, date de la création, nous avons installé dans des pays en difficulté, essentiellement en Afrique, un peu en Asie du Sud-Est, Laos, Cambodge, et un peu au Moyen-Orient, un peu plus de 3000 ruches, et formé déjà un peu plus de 2000 apiculteurs. Voilà. Donc nous, nos projets type, c'est essentiellement de la formation, aider à mettre en place une miellerie communautaire et doter les apiculteurs formés d'un peu de matériel, d'équipement, une vareuse et des ruches. Donc au départ, cette association donc visait vraiment la création d'activités génératrices de revenus pour aider la famille et puis aussi produire du miel à consommer au sein de la famille. Et puis assez rapidement, donc ces activités génératrices de revenus se sont étendues à beaucoup de sensibilisation et notamment autour de la biodiversité. Les apiculteurs deviennent les premiers militants pour reboiser, pour empêcher la déforestation, et puis également donc dans les pratiques de l'agriculture, c'est-à-dire que l'abeille est vraiment une sentinelle de l'environnement. Et l'apiculteur, lorsqu'il voit que son abeille va mal, c'est qu'il y a sans doute des questions sur la biodiversité. Voilà. Donc la ressource mellifère, c'est une grosse préoccupation pour les apiculteurs, donc d'où le reboisement. Donc très souvent des projets de pépinière sont associés à nos projets. Et sur les pratiques d'agriculture, c'est vraiment dans l'utilisation des pesticides et dans ces régions, en général, les agriculteurs ont envie d'avoir accès à ces pesticides parce que ça semble pouvoir simplifier la vie.
malheureusement, de plus en plus, on voit sur les étagères des boutiques dans les pays les plus reculés, dans les régions les plus reculées, je veux dire, des molécules qui sont aujourd'hui interdites en Europe, hein, dans tous les pays occidentaux, et voilà. Donc il y a vraiment un risque important par rapport à ça. Donc de l'apiculture, on est vraiment passé à ces sensibilisations. Avec les MFR, donc en République démocratique du Congo, donc depuis quelques années, nous travaillons avec les 4 établissements donc qui sont situés dans le Congo central. Et voilà, donc c'est de la formation, c'est de l'installation de ruches, et puis aussi donc travailler sur la qualité du miel, parce qu'il y avait déjà du miel en Afrique, mais on peut travailler vraiment sur la qualité et augmenter les revenus en travaillant ce miel. Voilà. Merci Alain. Donc on vient d'avoir un exemple très concret d'actions qui œuvrent au changement au quotidien et en particulier pour les populations que vous accompagnez. Je propose de passer la parole à Odile. Alors moi je représente Artisans du Monde. Je suis bénévole dans une association locale à Dijon qui s'appelle Éduc Éthique Relais Artisans du Monde. Il existe aussi une boutique rue Charrue, mais ce sont deux structures proches mais indépendantes, séparées. Artisans du Monde, c'est une association de commerce équitable. Donc pour les plus jeunes, je rappelle que équitable, ça veut dire juste. Juste pour qui? Eh bien, juste pour les petits producteurs qui sont nos partenaires commerciaux. Ça veut dire les rémunérer à un prix juste, qui leur permettent de se loger, de se nourrir, de s'habiller, d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui est essentiel pour nous. Hein. Prix juste, comme je disais. Donc c'est un modèle économique, le modèle du commerce équitable. C'est un modèle bien éloigné du commerce mondial tel qu'on le connaît actuellement, hein, parce que toute idée de profit est tout à fait étrangère au commerce équitable que promeut Artisans du Monde. Donc localement, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis plus investie dans l'équipe éducation et plaidoyer, tout en faisant quand même des ventes ponctuelles, par exemple sur des marchés, demain à Marsanais-la-Côte, dans le cadre du marché bio. Donc les actions d'éducation, c'est en partenariat avec des équipes d'enseignants à tout niveau, de la maternelle à l'université. Je donnerai un seul exemple, c'est les tandems solidaires avec Antoine, qu'on a pratiqué depuis plusieurs années, qui est malheureusement bloqué cette année à cause du contexte sanitaire. Donc action d'éducation, pas seulement en milieu scolaire, aussi avec les maisons de quartier, des FJC, etc. Nous répondons à toute demande, hein, pour tout public. J'ai parlé de plaidoyer, moi je suis plus spécialement responsable du plaidoyer. Donc il s'agit de sensibiliser les consommateurs que nous sommes tous aux dérives de la surconsommation, avec tous les dégâts environnementaux et humains que ça implique, hein. Et essayer par les actions éducatives à tout niveau de faire des consommateurs des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui ont conscience que par leur acte d'achat, ils ont un poids par rapport à la planète, au monde dans lequel on vit. Interpellation des politiques pour changer les règles du commerce mondial, dénoncer des excès en tout genre, travail des enfants, esclavage moderne. Actuellement, je voudrais signaler le scandale des Ouïghours en Chine qui produisent dans des camps de travail forcés, des véritables camps de concentration, beaucoup des vêtements que nous portons. Et voilà, si on achète de temps en temps des t-shirts à 2 €, se demander comment c'est possible d'acheter un t-shirt à 2 €, ça veut dire forcément que l'autre bout de la chaîne, il y a des conditions de travail inhumaines. Donc ça, c'est l'engagement, la dimension plus politique d'Artisans du Monde, mais le quotidien, c'est aussi vendre pour donner des débouchés à ces petits producteurs qui ont choisi cette filière. Merci. Donc un témoignage qui nous explique comment on peut, dans ses achats quotidiens et dans sa vie de tous les jours, être un acteur, un consommateur. Alors je vais peut-être passer la parole à Marie, qui, vous disiez tout à l'heure, éducation. Donc Marie, qui à travers son travail contribue et participe à ça. Et puis
Oui, tout à fait. Donc, Marie Rivollet, moi je travaille au sein d'une association qui est même plus largement un collectif d'associations de solidarité internationale qui s'appelle Récidev, dont le sigle vient de Réseau Citoyenneté Développement. Donc, le but de cette structure est vraiment d'être en soutien. À la base, c'était surtout d'être en soutien aux associations de solidarité internationale, d'être un centre de ressources pour ces structures. Et finalement, maintenant, de nos jours, on est centre de ressources pour tout acteur qui est intéressé par ces thématiques-là et qui souhaiterait être doté d'outils pour pouvoir faire cette sensibilisation. On a plusieurs casquettes, comme je le dis souvent. On a un aspect donc vraiment centre de ressources physiques, où il est possible d'emprunter de la documentation, des supports physiques, mais on est aussi dans l'accompagnement des acteurs en leur suggérant des pistes d'outils pédagogiques. On est dans la création d'outils pédagogiques aussi. On fait des formations pour que les acteurs puissent se saisir de manière plus efficace de ces outils-là et sachent les utiliser à bon escient. On fait quelques interventions en direct, soit auprès du grand public, soit auprès des publics scolaires aussi, par exemple, ou jeunes hors cadre scolaire. Il y en a aussi beaucoup en MJC, par exemple. Et puis, on a un volet aussi accompagnement, c'est-à-dire que c'est le côté un peu mobilité qui est important. On parle, notamment, je sais que les MFR sont très engagés dans le côté mobilité pour amener les jeunes à découvrir, à faire des expériences à l'international, mais du coup, ces expériences-là, ça se prépare pour qu'elles soient vécues le mieux possible. Et donc, c'est une de nos actions. On prépare les jeunes, notamment sur la question de la rencontre interculturelle, par exemple, pour qu'ils soient armés et qu'ils ne soient pas choqués. Et le dernier volet, c'est l'aspect campagne citoyenne. Il existe plusieurs grandes campagnes qui sont relayées à travers différents réseaux d'acteurs en France et nous coordonnons notamment la campagne alimentaire sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a à cœur, le but premier de l'association, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle, nous, de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. D'autres utiliseront plutôt le sigle éducation à la citoyenneté mondiale. Ce sont des choses qui se recoupent énormément et qui ont les mêmes objectifs. Donc voilà, on est un centre de ressources pour tous, on va dire. Merci Marie. Donc effectivement, là, on a plutôt la présentation d'une institution auprès de laquelle on va pouvoir trouver de l'information et de la documentation, puis se former, parce que c'est pas naturel d'être dans une posture d'acteur de l'environnement et de défense des intérêts des populations. Je vais passer la parole à Hervé, qui nous rejoint au nom de France Nature Environnement, pour qu'il puisse se présenter, qu'il puisse présenter son action. Il y a Hervé Vélimas, je suis donc président de France Nature Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'une des sections régionales de FNE national. À votre question, je change le monde au quotidien. Qu'est-ce que FNE-BLC fait dans le sens de changer le monde au quotidien? Nous avons des actions de terrain sur la biodiversité qui vont consister à s'occuper de ce qui est des répicides, de ce qui est quelques espèces emblématiques comme le castor, qui s'occupe de végétal local, c'est-à-dire de la conservation et de l'utilisation des espèces locales en termes arborés, arbustifs ou en termes herbacés. Et donc voilà une partie de nos actions qui vont nous amener à planter, à participer à des plantations, à organiser un financement auprès de personnes intéressées qui sont dans le monde de l'agriculture ou qui peuvent être des individus ou qui peuvent être des structures, quel que soit leur type. Une autre partie de notre action qui va être dans le sens de la sensibilisation et de l'interpellation et de recueillir les besoins qui sont dans le public, ce sont des activités qui concernent le débat public. Donc le débat public, on en organise toutes les années. C'est un travail assez costaud, si je puis dire, et assez rigoureux, puisqu'on s'inspire de la Commission nationale de débat public, c'est-à-dire quelque chose d'objectif qui réunisse l'ensemble des membres de la population, de la société plus exactement. On en fait sur différents thèmes, on en a fait sur l'éolien, on en a fait sur l'énergie, donc sous différentes formes, dont la méthanisation, dont l'éolien, dont le photovoltaïque. On peut en faire sur les notions d'aujourd'hui d'anthropocène, on peut en faire sur la pollution, on peut en faire sur la notion du sauvage ou la réintroduction, ou qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit des gens que le sauvage et quelle est sa place même dans une ville. Voilà. Et on a un troisième chapitre d'activité, ça va être toutes les représentativités qu'on peut exercer dans des structures régionales ou départementales pour défendre ou pour contribuer à l'élaboration de schémas ou de plans régionaux.
Voilà un peu résumé l'ensemble de nos actions qui vont se décliner évidemment sur des lieux de façon plus précise peut-être que ce que je viens d'exprimer comme généralité. Donc vous avez parlé au début d'objectifs de développement durable, donc les fameux ODD. Ce que l'on soutient, c'est que ce sont des objectifs, c'est toujours mieux que rien, mais en termes d'objectifs, ça ne nécessite pas beaucoup de résultats, si je puis dire. Mais malgré tout, ça fait rentrer ces données-là dans l'esprit de tout le monde. Et donc, on souhaite justement promouvoir aussi bien ces ODD, malgré leurs limites, que les promouvoir dans l'esprit des gens, tout comme on souhaite à promouvoir qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans les travaux du GIEC, qui s'occupe du climat au niveau global. Donc là, on rentre et on rejoint des notions qui vont dépasser telle ville ou tel village, mais dans telle ville ou tel village ou dans tel individu, même s'il est limité, s'il ne s'inscrit pas dans une compréhension de globalité, c'est quelque part quelque chose qui est foutu. On s'intéresse beaucoup aussi aux travaux de l'IPBES, c'est-à-dire cette structure qui s'occupait de la biodiversité au niveau de la planète. Et donc, on ne cherche pas à les maîtriser puisqu'on n'est pas des experts, mais ce qu'on cherche, c'est à utiliser au moins la rédaction qui est destinée aux décideurs, c'est-à-dire aux gens qui vont prendre des décisions, pas simplement aux ministres ou aux présidents, mais jusqu'aux gens dans le public qui ont des décisions à prendre. Et au moins communiquer sur cette donnée-là qui comprend, nous disons, une cinquantaine de pages, c'est quelque chose qui peut être fait et qui peut obliger ou qui peut éduquer les gens, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit récemment une rencontre sur la PAC. S'ils n'ont pas des données qui leur permettent de réfléchir sur les conditions dans lesquelles, les conditionnalités qu'il faut mettre en place, ils n'arriveront pas à prendre des décisions éclairées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on porte et qu'on supporte ces travaux-là et qu'on essaye de les faire connaître. Merci Hervé. Donc on a bien compris un intérêt de ce travail-là qui est de faire prendre conscience à la fois aux élus mais à la fois à la population du poids qu'on peut avoir dans chacun de nos actes du quotidien. Je dirais conscience et puis côté pragmatique et concret. On est bien d'accord. Merci Hervé. Je passe la parole à Ousmane qui va nous présenter BFCI, qui est un acronyme, mais dont tu vas dire bien sûr beaucoup plus de choses que moi. Bien sûr. BFCI International, c'est Bourgogne-Franche-Comté International, et moi, c'est Ousmane Sil, le directeur de cette structure régionale, qui est une association loi 1901, multi-acteurs, parce que mobilisant des collectivités territoriales, par exemple le conseil régional, ville de Besançon ou ville de Dijon, des associations comme les maisons familles rurales, des institutions comme l'Académie de Besançon ou de Dijon, mais aussi des acteurs économiques comme les chambres consulaires, la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. L'objectif de cet outil régional, c'est de favoriser la qualité et l'impact des projets de coopération internationale, mais au sens large. Tout à l'heure, on en parlait de sensibilisation, de commerce équitable. La compréhension qu'on a de la coopération internationale englobe tous ces volets-là au niveau du réseau. Et nos actions, d'une manière générale, c'est identifier les acteurs. Parce que heureusement ou malheureusement, mais dans tous les territoires, il y a beaucoup d'acteurs, ça foisonne d'acteurs, des fois qui travaillent sur les mêmes problématiques ou les mêmes territoires, mais qui ne travaillent pas ensemble. Et c'est vrai que nous, l'intérêt de faire ce travail de recensement, c'est de permettre à chaque acteur, avant d'engager une action, de se dire quels sont déjà les acteurs de mon territoire qui travaillent sur cette problématique-là, ou quels sont les acteurs de mon territoire qui travaillent avec tel ou tel pays. Donc, c'est une base de données accessible en ligne sur notre site internet. On fait aussi de l'information. Il y a un site internet qui est aussi un site ressources parce qu'on peut y trouver de la documentation par rapport à la coopération internationale. On peut y trouver aussi de la valorisation de projets portés par les acteurs de notre territoire. Et on communique aussi beaucoup à travers une lettre électronique, mais surtout aussi un semestriel où on donne la parole aux acteurs pour que leurs actions puissent être valorisées. On fait aussi beaucoup de l'accompagnement, mais dans un sens large, c'est-à-dire l'accompagnement en ingénierie de projet pour une collectivité, par exemple, qui souhaite définir une stratégie de coopération internationale. On peut l'accompagner dans ce sens-là, mais l'aider aussi à ce qu'il y ait les deux volets. Le volet de la collectivité de manière directe, mais le volet qui appuie les acteurs de son territoire. Et ça me semble très important. C'est d'ailleurs dans ce cadre que certaines collectivités, comme la région Bourgogne-Franche-Comté ou la ville de Besançon ou Dijon, ont des appels à projets pour soutenir les acteurs de leur territoire dans les actions liées à la coopération internationale ou soutenir des dispositifs comme le dispositif Tandem Solidaire qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un dispositif
porté par l'Académie, porté par la région, porté par la ville de Dijon, porté par le département du Jura, la ville de Belfort et le département du territoire de Belfort. Et il y en a d'autres qui nous ont déjà dit qu'ils vont rejoindre cette dynamique pour qu'on puisse éduquer à l'autre, éduquer à la citoyenneté mondiale, comme ça a été dit tout à l'heure, éduquer à la solidarité internationale, éduquer à l'interculturel. C'est vraiment un dispositif qui permet aussi de sensibiliser sur ce qu'on disait tout à l'heure, les objectifs de développement durable. Donc, on est aussi beaucoup sur la formation, parce que la bonne volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des compétences pour qu'il n'y ait pas de frustration pour celui qui porte son projet, mais aussi les bénéficiaires ou les partenaires. Et tout cela demande aussi qu'on essaye de donner des clés aux porteurs de projets pour que leurs projets soient des projets de qualité et qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on se fixe, ou en tout cas qu'on ne soit pas très loin des objectifs de départ lorsqu'on élabore un projet. On est aussi beaucoup dans la concertation et la mutualisation au niveau aussi des acteurs. C'est dans ce cadre qu'on a des groupes de travail. Semaine dernière, par exemple, il y avait une rencontre régionale sur les objectifs de développement durable organisés en partenariat avec l'Académie, avec Recidev, avec les réseaux Canopé, avec aussi l'Agence française de développement, le comité 21, pour parler des objectifs de développement durable, sensibiliser par rapport aux objectifs de développement durable. On est beaucoup aussi sur des actions régionales, mais qui sont plutôt aussi par des comités de pilotage. Donc, c'est cette rencontre-là. Il y en a une qui va arriver prochainement aussi, où on est sur des questions liées à l'eau, une autre sur des questions liées au service civique à l'international et surtout aussi en réciprocité. Comment permettre aussi à des jeunes d'autres pays puissent venir en France, comme c'est le cas pour des jeunes Français de pouvoir partir dans ces pays-là dans le cadre d'une mission de service civique ou d'un volontariat européen ou d'un volontariat de solidarité internationale, entre autres. Donc, on est beaucoup aussi sur ces questions-là. On est beaucoup aussi sur la coordination de projets ou de dispositifs. Donc, tout à l'heure, Marie parlait de campagne alimentaire. L'autre pendant, qui est le Festival des solidarités, on le coordonne au niveau régional en lien avec Recidev, en lien aussi avec tous les acteurs au niveau des territoires en région qui s'impliquent. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, on arrive à presque une vingtaine d'acteurs ou de collectifs dans les territoires engagés dans le développement du Festival des solidarités, qui est juste un temps fort de sensibilisation dont les acteurs comme Artisans du Monde ou Recidev font au quotidien. Mais là, c'est vraiment un moment où on souhaite mettre l'accent sur l'ouverture au monde, l'éducation à la citoyenneté, l'engagement par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'engagement par rapport à un monde plus durable, plus juste ou plus solidaire. En tout cas, c'est vraiment un temps fort. Et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant aussi en Bourgogne-Franche-Comté, c'est que les acteurs travaillent autour d'un spectacle. Cette année, par exemple, ça va être plutôt de la danse, mais qui permettent aux acteurs de se retrouver sur une action commune. Et tout à l'heure, on n'en parle là, mais je pense la coopération, c'est nécessaire, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, l'efficacité et la visibilité et l'impact de nos actions passent inévitablement par une coopération accrue. Et ça devrait être quelque chose de possible, parce qu'on est tous animés par une volonté qui est servir l'intérêt général. Et quand on sert l'intérêt général, il y a toujours possibilité de s'entendre et d'aller de l'avant. Et le dernier volet, c'est tout ce qui est lié à la coordination de projets aussi de terrain. Par exemple, on a un projet sur le Burkina depuis 10 ans qui mobilise plusieurs collectivités de notre territoire et qui travaille avec des collectivités burkinabées sur des projets liés à l'accès à l'eau, développement du maraîchage, développement du tourisme communautaire, entre autres, mais aussi l'accès au numérique, c'est-à-dire la réduction de la fracture numérique. On a actuellement un autre projet qui est en cours. Cette fois-ci, c'est avec des associations de notre territoire engagées au Niger. Et on vient de les accompagner et on vient d'avoir un financement de l'AFD, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur ce projet-là, mais aussi on a des financements de la région, de d'autres collectivités comme la ville de Dijon ou le conseil départemental du Jura, entre autres, ou même la ville du Creusot. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de telle sorte que les acteurs, à chaque fois que c'est possible, puissent travailler ensemble pour qu'on puisse ensemble atteindre les objectifs de développement durable. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au projet que vous êtes en train de mener, c'est vraiment qu'ensemble qu'on arrivera en France et hors France à atteindre les objectifs qu'on se fixe, notamment en termes de sensibilisation, d'éducation, mais surtout en termes d'action pouvant permettre que la dignité des personnes soit respectée partout. Merci Ousmane. Donc effectivement, un gros travail de BFCI sur la coordination et l'animation de projets, et puis la prise en compte de tout ce qui existe déjà, parce que souvent, une des difficultés, c'est de créer à nouveau quelque chose, mais plutôt de repérer ce qui existe pour créer des synergies et être plus efficient. Effectivement, juste, on parlait des tandems solidaires, c'était quelque chose qui a été initié avec l'Académie de Besançon,
en 2003. Aujourd'hui, les tandems, on les trouve au niveau du Pays de la Loire, on les trouve en Occitanie, on les trouve au niveau des Hauts-de-France, et on les trouve aussi dans d'autres régions comme Grand Est qui ont pris le concept, même s'ils n'utilisent pas le même mot. Mais l'essentiel, c'est que c'est des actions qui peuvent être dupliquées ailleurs, et l'objectif, c'est vraiment permettre aux citoyens, surtout aux jeunes qui sont des habitants de devenir, comme ça a été évoqué tout à l'heure, d'être sensibilisés et de prendre leurs responsabilités par rapport à ce qui nous est commun, qui est notre planète. On est d'accord. Merci Ousmane. Je vais finir ce premier tour de table en donnant la parole à Natacha. Merci Jean-Philippe. Donc je suis Natacha Lano-Lecomte. Je représente la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, à savoir les académies de Besançon et Dijon, et plus particulièrement le service des relations internationales européennes et de la coopération. La question, comment je fais pour changer le monde au quotidien? Alors moi, je vais me permettre de dire, moi toute seule, Natacha, oups, ça va être dur. Donc je dirais comment est-ce que les relations internationales, la délégation régionale, arrivent à donner des opportunités pour changer ce monde au quotidien. Alors déjà, nous sommes une équipe. Donc ça, c'est très important. Que ce soit sur le site de Dijon ou de Besançon, on travaille main dans la main, en toute transparence, en communiquant tous les jours. On est une équipe qui travaille sur la région académique avec l'ensemble des établissements, du préélémentaire, l'élémentaire, collège, lycée, lycée professionnel jusqu'au BTS. Donc, nous travaillons aussi avec tous nos partenaires, que ce soit la Fédération des maisons familiales et rurales, ou également l'ensemble des partenaires du réseau Bourgogne-Franche-Comté International dont nous faisons partie et qui nous permet, grâce aux différents groupes de travail, de rencontrer nos différents partenaires sur l'ensemble du territoire et de travailler ensemble main dans la main à la mise en place de dispositifs, comme on l'a dit tout à l'heure, les tandems solidaires, qui permettent à un groupe de jeunes, un groupe classe, mais pas que, de travailler avec une association pendant 1 an autour de thématiques qui aujourd'hui relèvent toutes, en règle générale, les objectifs de développement durable. Nous travaillons également avec Bourgogne-Franche-Comté International dans d'autres groupes de travail, l'éducation à la citoyenneté mondiale, pour mettre en place chaque année, au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, une journée dédiée à cette éducation à la citoyenneté mondiale. Donc nous sommes un service qui accompagne les établissements scolaires, mais surtout qui est là pour accompagner les jeunes, pour les aider à trouver des solutions pour vivre mieux dans ce monde complexe. Nous les prenons dans leur globalité. Ce sont des élèves, oui, qui vont passer un diplôme, mais ce sont surtout des jeunes en devenir, de futurs citoyens qui ont besoin de clés pour comprendre ce monde, pour pouvoir construire leur parcours personnel, individuel, professionnel, et au-delà du parcours scolaire, pour devenir des êtres humains capables de vivre les uns avec les autres, en totale interdépendance. Et ça, ce sont les valeurs que nous prenons au sein de la région académique, au sein de la délégation régionale. Nous sommes tous interdépendants. Comme le disait Ousmane, nous avons besoin des uns des autres, et nous avons la chance quand même d'avoir une région, en Bourgogne-Franche-Comté, où on l'a compris. On travaille déjà ensemble, donc il faut continuer à le faire. Nous proposons des formations, que ce soit aux établissements scolaires, aux enseignants, pour les élèves aussi, et nous promouvons la mobilité. Et cette mobilité, on a décidé de ne pas la faire toute seule. C'est-à-dire, comme tu l'as si bien dit Philippe tout à l'heure, il y a des choses qui existaient déjà. Et nous avons signé une convention avec la Fédération des maisons familiales et rurales pour promouvoir la mobilité auprès des jeunes qui sont en formation professionnelle, que ce soit les apprentis ou les jeunes qui sont dans le système scolaire. Depuis 4 ans bientôt, nous avons la chance d'envoyer tous les ans à peu près 500 jeunes des maisons familiales et rurales et des lycées professionnels, mais également des compagnons du Tour de France, de les envoyer dans 20 pays différents et également d'envoyer à peu près 145 moniteurs et enseignants découvrir la formation dans 20 pays différents. Pour aller encore plus loin, on s'est dit, tiens, on va travailler sur de l'Erasmus+ coopération. Et nous avons mis en place depuis cette année un partenariat stratégique autour de la formation des enseignants et surtout de la formation numérique. Parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec la crise sanitaire, que le lien humain, ça manque, mais que parfois on était quand même démunis par rapport, on l'a vu tout à l'heure, à la technique. Comment on fait pour communiquer? Comment on fait pour se voir? On en a besoin de ces liens. Donc on s'est dit, on va
mettre en place ce projet européen Erasmus+ autour du numérique éducatif avec d'autres pays partenaires. On va aller encore plus loin. Enseignement, formation professionnelle, coopération numérique et nos gamins du scolaire. Si on permettait à nos jeunes, depuis tout petit jusqu'à tout grand, qui sont en MFR, en 4e ou 3e, ou chez nous, dans le primaire, 1er degré, en collège, en lycée, si on leur permettait d'aller passer à un moment donné de leur scolarité, allez, on va dire 1 mois pour commencer, mais tout est à construire, dans un autre établissement, dans un pays européen. Pour le moment, le scolaire ne s'ouvre pas encore malheureusement à l'international. Et j'en suis profondément désolée, mais ça va venir. Aller passer une partie de leur parcours de la scolarité dans un établissement scolaire européen partenaire. Accueillir aussi des jeunes, parce que n'oublions pas que c'est une interdépendance et qu'on a besoin d'accueillir nos jeunes aussi, qui viennent d'Europe, mais d'Afrique aussi. On l'a déjà fait et on souhaite le refaire. Que ce soit au sein des établissements scolaires ou comme à travers le corps européen, le service civique volontaire. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Quand je parle de mobilité, on parle des jeunes, mais on parle aussi des adultes. Et nous avons aussi souhaité mixer les publics. Un moniteur en MFR a 3 missions, dont celle d'animateur, etc. Éducateur aussi. Un enseignant, il a les mêmes. Elles s'appellent différemment, mais ce sont les mêmes. Et donc, nous allons proposer au directeur des MFR, au chef d'établissement, à certains moniteurs, à certains enseignants, de partir ensemble, découvrir notamment l'enseignement de la formation professionnelle en Autriche. Parce que c'est un de nos partenaires. Vous allez me dire pourquoi l'Autriche. Ça vous fait rire, Hervé. Eh bien, pourquoi pas? Voilà, c'est un très bon partenaire. Donc, vous voyez aussi, on tisse du lien en travaillant ensemble. Et je pense que c'est en faisant ensemble qu'on va y arriver. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Et le plus important, c'est que nous sommes tous là, aujourd'hui réunis, et tous les jours, on a le nez dans le guidon, mais on est là pour eux, pour ces enfants, pour ces jeunes, ces élèves qui deviendront de futurs adultes, citoyens du monde. Voilà. Merci Natacha. Donc effectivement, vous avez tous beaucoup insisté sur le fait de pouvoir collaborer, de travailler avec. Donc je pense qu'on va pouvoir revenir là-dessus, puisque je change ou nous changeons le monde au quotidien. Ça dépend justement du nous, de ce collectif qu'on arrive à identifier et à faire vivre. J'ai entendu un certain nombre d'actions, de noms d'actions alimentaires. Donc peut-être qu'on pourrait reprendre un exemple d'une de ces actions que vous conduisez avec d'autres. On a bien compris que vous n'étiez pas tout seul à agir sur ce terrain-là. Mais peut-être prendre l'exemple d'une action que vous conduisez avec d'autres et qui permettent de mieux comprendre pourquoi le collectif est important quand on parle de ces sujets-là, et pourquoi autant il est essentiel d'être un citoyen éclairé, mais il est essentiel d'être un citoyen collaboratif, capable d'interagir, comme vous l'avez dit, et pourquoi le faire ensemble est toujours plus efficace. Alors, la parole est aujourd'hui maintenant libre, le tour de table est fait, vous vous êtes présenté, donc si quelqu'un veut intervenir, il prend la parole tout simplement. Odile. Oui, les actions de plaidoyer artisans du monde que j'ai évoquées tout à l'heure peuvent difficilement se faire seules parce que nous n'avons pas les forces. Donc, nous faisons partie de 2 collectifs. Je ne parlerai pas de Festisol parce qu'il est représenté largement ici, mais du collectif Éthique sur l'étiquette. Peut-être que ça dira quelque chose à certains. Éthique sur l'étiquette s'engage, milite, travaille en faveur des ouvrières du textile. Je dis ouvrières parce que ce sont presque uniquement des très jeunes femmes, parfois des enfants, dans les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a une trentaine d'années, on a délocalisé, il n'y a pratiquement plus de production de textile en France. La politique, c'est d'aller toujours plus loin, là où les salaires sont plus bas et où les conditions de travail ne sont pas du tout encadrées par des lois, contrairement à la France. Donc, au sein de Éthique sur l'étiquette, c'est un collectif national qui est né en 1995 localement. Il a été créé en 2014 suite à la catastrophe du Rana Plaza dont tout le monde a entendu parler. C'est un immeuble de 8 étages qui s'est effondré à Dhaka, capitale du Bangladesh, sur des ouvrières.
1138 ont trouvé la mort et des milliers de blessés à côté. C'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe dans le domaine du textile. Hein. Ces jeunes femmes ont donné leur vie pour que nous puissions nous surcharger nos armoires de vêtements dont on ne porte que 20 ou 30%, les autres allant polluer la planète. Hein. Alors, je reviens au collectif. Nous agissons au sein du collectif Dijon. Nous sommes avec Artisans du Monde, le CCFD, Peuple Solidaire, essentiellement. Hein. On est une petite dizaine et on mène des actions de rue, par exemple, pendant les moments des soldes, avec des outils pédagogiques qu'on utilise aussi dans nos animations, du genre un jean découpé, qu'est-ce qui revient à qui? Là, on voit que l'ouvrière, elle a 1 à 2% du prix. Hein. Je parlais d'un t-shirt à, disons, 4 €. Il y a 6 centimes qui reviennent à l'ouvrière. Hein. Donc, on fait ça de façon très concrète, très ludique, y compris avec les scolaires. Actions pour dénoncer, je vais les nommer, hein, H&M, Zara, etc., dont l'objectif premier est de tirer profit de ces situations scandaleuses. Donc voilà, cette démarche-là qui demande quand même des forces, de l'énergie. On fait des actions souvent en janvier au Barrezet. On fait des conférences débats. L'an dernier à l'Eldorado, il y a un magnifique film qui s'appelle Made in Bangladesh, qui dénonce ces conditions de travail des ouvrières et leur impossibilité de se syndiquer parce que les droits humains au travail, les droits élémentaires ne sont pas respectés. Voilà, je ne développe pas plus, mais je mets l'accent sur le fait que si on ne se fédère pas avec quelques autres associations, on n'apparaît pas, on n'a pas les forces. Hein. Et les forces, j'en profite pour faire un appel aux jeunes. Les jeunes, souvent, sont très intéressés par ce domaine du textile parce que ça nous touche. Hein. Le textile, ça nous colle à la peau. Les jeunes adhèrent beaucoup, sauf que il ne faut pas la démarche de venir renforcer nos rangs. Et là, vraiment, si on veut que le monde change, c'est pas seulement nous ensemble qui avons quand même pas tous des cheveux blancs, mais bien souvent dans les associations, c'est souvent un cas ou plus de cheveux du tout. On a vraiment besoin de jeunes et comme j'entends que dans les MFR, il se passe des choses formidables, il faudrait que les jeunes viennent renforcer nos associations qui militent pour la planète, qui est, je veux pas être négative, mais qui est quand même mal barrée. Merci Odile. Oui, Ousmane. Peut-être parler d'actions aussi très concrètes. Nous, dans le cadre d'un partenariat avec la Direction régionale des Jeunesse et Sport et le FONGEP, on est aussi travaille avec les acteurs du territoire pour développer les mobilités de groupe, qu'on appelle les chantiers de jeunes à l'international, et qui permettent à des jeunes, notamment des quartiers prioritaires politiques de la ville, de pouvoir partir dans le cadre d'une mission de solidarité internationale en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, à pouvoir mener un projet. C'était le cas de 8 jeunes, par exemple, au niveau de Nevers, qui étaient partis. Et depuis leur retour, ces jeunes-là se sont engagés dans pas mal d'actions, notamment durant le Covid. Ils ont continué à s'engager à aider les seniors. Et là, souhaitent encore mener un autre projet. C'était cette année, mais malheureusement, avec la crise, ça va être pour l'année prochaine. Idem aussi pour le service civique à l'international à réciprocité. Il y a tout un travail qu'on avait fait au niveau régional avec une étude dans le cadre de... Peut-être on peut prendre 2 minutes, puisque c'est l'occasion d'expliquer un peu c'est quoi ce service civique international. Le service civique en France, tout le monde connaît, mais c'est plutôt la dimension internationale. C'est permettre à un jeune français de pouvoir partir, mais surtout la dimension réciprocité, c'est quelque chose qui a été développé ces dernières années, notamment par France Volontaire au début, et commence à se développer en France d'une manière générale. Et c'est vrai qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a en cette sens, par exemple, si je prends le cas du Burkina, on a eu à signer une convention de partenariat, nous le réseau, avec le programme national du volontariat au Burkina, qui prenait déjà en charge les frais de transport des jeunes burkinabés qui venaient, ainsi que les frais de visa. Et la crise a fait que malheureusement, il y en a 2 qui devaient encore venir. Aujourd'hui, ils sont un peu bloqués, mais le recrutement est en cours. C'est Diana qui est de l'autre côté, qui s'occupe de ce volet-là au sein de l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté International. Et tout à l'heure, on évoquait le peuple solidaire. On a déjà accueilli 4. Va en accueillir encore 2. Mais on travaille aussi dans ce cadre-là avec des lycées agricoles. C'était le lycée de Val d'Oise, c'est le lycée de Montmoreau. On l'a fait aussi avec l'école Sainte-Marie au niveau de Besançon, où c'était plutôt une jeune de Philippines qui était accueillie. Mais pour dire, en tout cas, aujourd'hui, il y a possibilité pour les acteurs du territoire qui le souhaitent que l'accueil de jeunes étrangers puisse être facilité. Et en même temps, ces jeunes-là pourront travailler avec les structures ici pour faire de l'éducation à l'autre,
l'éducation à la citoyenneté mondiale, entre autres, et les jeunes qui étaient là, notamment avec Peuple Solidaire, ont beaucoup intervenu avec Jean-Paul, d'ailleurs, qui est aussi membre de Récidive et membre de notre réseau, pour faire de la sensibilisation auprès de publics jeunes, notamment scolaires, mais surtout aussi lors de campagnes comme Alimentaire ou Festival des Solidarités ou l'éthique sur l'éthique, entre autres. En tout cas, il y a possibilité vraiment pour ceux qui le souhaitent, surtout des structures, que ce soit d'éducation, Natacha aussi en parlait, il y avait des jeunes qui étaient plutôt d'Afrique du Sud, qui étaient aussi accueillis au sein de l'académie. Donc pour dire vraiment aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent que certes nos jeunes partent, mais surtout qu'on accueille aussi les autres jeunes. Parce que le reproche qu'on nous fait dans pas mal de territoires lorsqu'on rencontre les partenaires, c'est que vous, quand vous souhaitez venir, c'est toujours facile. Mais nous, quand on souhaite venir, c'est toujours très compliqué. Et c'est vrai que nous, on se bat beaucoup aussi pour que, certes qu'on puisse partir, mais que nos partenaires puissent venir, mais qu'aussi les jeunes de ces territoires-là puissent venir. D'autant plus que les jeunes qui étaient venus en service civique, on a un suivi de ces jeunes-là. On voit aujourd'hui que tous ont été intégrés et deviennent des ambassadeurs de leur pays, mais des ambassadeurs aussi du développement endogène, parce que savent qu'eux aussi peuvent réussir dans leur territoire et incitent les jeunes de leur territoire en leur disant le potentiel qu'on a ici, là-bas, ça n'existe pas. Et si on y croit, on peut y arriver. Et je pense on a encore à développer ces dispositifs-là, que ce soit des chantiers de jeunes, des mobilités de groupe. Il y a aussi quelque chose que l'Europe a mis en place, qui remplace un peu, j'allais dire, le service volontaire européen, qui est le corps européen de solidarité. On est en train de faire une étude aussi au niveau régional pour voir, avec l'ensemble des acteurs, comment on peut le développer davantage en Bourgogne-Franche-Comté. Parce que ça touche le côté professionnel, ceux qui veulent faire des stages, côté solidarité, mais côté aussi emploi. Et aujourd'hui, quand on regarde en Bourgogne-Franche-Comté, il y a peut-être 4 ou 5 structures qui ont le label, alors que c'est un dispositif qui pourrait permettre d'amplifier leurs actions liées à l'éducation à la citoyenneté, l'ouverture au monde, ou en tout cas l'insertion socio-professionnelle des jeunes, notamment issus des milieux ruraux ou des quartiers prioritaires politiques de la ville. J'entends dans le témoignage que tu viens de faire, donc pour revenir sur la notion du collectif, le collectif il peut être institutionnel et on peut s'associer à d'autres acteurs. Il peut être aussi très individuel, très personnalisé à travers quelqu'un qui va devenir un ambassadeur. Effectivement. Et du coup, qui sera tout aussi efficace dans la communication, dans le partage des idées. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'Alimentaire, des festivals de solidarité. Les jeunes qui étaient venus avec Peuple Solidaire, il y a eu une initiative qui a été lancée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le FONGEB, qui est Initiative de solidarité internationale. Des jeunes de France, du Jura, du Togo et du Burkina, avec l'appui de Peuple Solidaire, ont déposé un projet dont l'un des objectifs était de développer le festival des solidarités au Togo et au Burkina, mais aussi les autres festivals comme Alimentaire au Togo et au Burkina. Et tout est en train de se mettre en place par ces jeunes-là qui étaient déjà en France pendant 6 mois ou 8 mois. Donc, pour dire aussi que si on veut que certaines choses qu'on développe ici se développent là-bas, parce que malheureusement, jusqu'à récemment, dès qu'on parlait d'éducation à la citoyenneté, la tendance était que ça doit se faire qu'ici. Mais non. Là-bas aussi, il faut qu'on fasse de l'éducation à la citoyenneté, il faut qu'on fasse de l'ouverture au monde, au-delà des projets de développement portés par les acteurs de nos territoires. Alors, j'avais 2 prises de parole possibles. Je t'en prie. Non, c'était juste un exemple lorsqu'on parle du collectif, jouer collectif, on a tous intérêt à jouer collectif. Nous, notre association, nous avons quelque chose de très ciblé, c'est l'apiculture, avec beaucoup d'experts en apiculture dans notre association. Et beaucoup de nos projets se font en partenariat, alors comme c'est le cas ici avec les MFR, mais avec, nous sommes membres donc de la CHD, c'est la coordination humanitaire développement. Donc nous sommes une toute petite association, mais on trouve la Croix-Rouge, Handicap International, l'Ordre de Malte, enfin de grosses ONG dans cette coordination. Et nous menons beaucoup de projets en partenariat. Donc nous travaillons par exemple avec SOS Village d'enfants et avec l'Ordre de Malte. Par exemple, dans le Congo, Brazzaville, il y a un gros projet autour de la santé mené par l'Ordre de Malte. Et ils ont eu cette idée de mettre en place cette activité génératrice de revenus par l'apiculture. Donc nous intervenons sur la partie apiculture, mais en partenariat avec l'Ordre de Malte. Voilà. Et nous travaillons également avec la FAO, donc qui est la branche onusienne, on peut dire, qui travaille sur la faim, sur l'alimentation. Et là, sur de gros projets donc d'agriculture, de remise en place d'agriculture dans des régions où il y a eu des guerres, enfin où il y a eu des problèmes importants.
Donc nous, on porte le volet apiculture dans des projets plus globaux. Voilà. Et du coup, pour témoigner du partenariat qu'on peut avoir ensemble, la dimension apicole est venue donner du sens à la dimension de formation en maraîchage ou en agroforesterie dans des territoires au Congo, en République démocratique, qui étaient devenus des pseudo-déserts. Et où effectivement, tu le disais tout à l'heure, donc je vais me permettre de le répéter, le fait de développer une activité qui génère un revenu, donc quelque chose de tangible tout de suite, permet aussi, par conséquence, de dire, pour avoir des ruches, pour avoir du miel, il faut des ruches, pour avoir des ruches, il faut une zone protégée un peu arborée, et il faut des jardins pas trop pesticidés. Et du coup, par conséquence, et par effet de domino, on travaille sur un ensemble d'items qui permettent d'améliorer la vie au quotidien de ces populations-là. Et qui donne du sens à nos actions de formation à nous. Ouais. Et on n'a pas parlé de la pollinisation en plus, par l'abeille, qui peut donc augmenter sensiblement jusqu'à 40% sur certaines cultures. C'est observé et mesuré. Donc voilà, c'est du global et du collectif. Et effectivement, ça, pour le dire, puisque notre partenariat avec les maisons familiales de République démocratique du Congo est très jeune, il y a 4 ans, mais trouver des partenaires comme vous et d'autres sur le terrain nous ont permis d'aller beaucoup plus vite dans la consolidation des projets. Et aujourd'hui, les jeunes sont réellement en formation dans ces 4 maisons parce qu'on ne le fait pas tout seul. On aurait mis beaucoup plus de temps à obtenir des résultats et des jeunes en formation si on était resté seul sur le terrain. Merci Alain. Natacha, tu voulais intervenir. Voilà, moi je voulais revenir sur ce que disait Ousmane et notamment sur cette notion de partenariat. Un partenariat, oui, mais c'est pas que dans un sens, c'est-à-dire qu'on va pas venir, comme tu disais, c'est aussi prendre en compte les besoins du partenaire en face et tout ce qu'il a à nous apporter aussi. Et donc dans ce cadre-là, la région académique et le service des relations internationales, nous sommes en train de monter un partenariat avec le Bangladesh et avec une ONG qui s'appelle Friendship Schools pour justement mettre en place des partenariats entre établissements scolaires, entre classes, pour travailler sur le changement climatique et ses transformations, mais vu là-bas et chez nous. D'accord ? Et je trouve que c'est très très important parce que un de nos petits doudous en France, il voit le changement climatique, il fait même très très chaud au mois de septembre, etc. Mais un des petits doudous au Bangladesh va encore le ressentir plus fort. D'accord ? Et c'est ça aussi. C'est comment je vis ma vie d'enfant, ma vie d'écolier, ma vie de jeune, ma vie de collégien, ma vie de lycéen au Bangladesh. Comment toi tu la vis en France ? Mais pas juste parler, vraiment construire un projet et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour lutter aussi modestement que c'est possible à notre petite échelle contre ce changement, contre ces transformations. Et cette prise de conscience, elle est importante. Et là, on a un véritable partenaire en face de nous. Autre projet qui cette fois-ci est initié par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est aussi un organisme qui essaie de promouvoir les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne, mais pas que. Il travaille aussi depuis de nombreuses années sur la promotion trinationale, notamment avec les pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, mais aussi avec l'Euroméditerranée. Et là, ils viennent de lancer un projet, et nous, on incite fortement nos établissements, et je pense que les MEFER aussi peuvent y participer, un projet qui s'appelle « Prends ta planète en main ». Et l'objectif, c'est vraiment de voir aussi, de lutter contre le changement climatique, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, en tant que jeune de MFR, en tant que collégien, en tant qu'écolier, lycéen, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice ? Il faut, pour ce projet, au moins qu'il y ait du bilatéral franco-allemand, mais si en plus il y a du trinational avec les pays d'Europe centrale orientale ou avec l'Euroméditerranée, c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment aussi un appel à nos amis des MFR. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci Natacha. On était totalement d'accord avec le fait que faire ensemble, c'est beaucoup plus important et le partenariat qu'on conduit montre tout son intérêt chaque jour qui passe. Marie. Oui, j'avais envie de prendre la parole pour faire suite un petit peu parce que un aspect du travail collectif là, dont on est en train de discuter, donc Ousmane et Natacha ont mis l'accent sur une des valeurs qui est la notion de réciprocité qui est très importante et il y en a une autre que nous on trouve intéressante et qui pour le coup prend vraiment sens dans nos actions, c'est la notion de partage au sens où le collectif s'oppose un petit peu justement à cette notion d'individualisme et de poursuite de buts personnels avec l'idée de se dire on poursuit un but collectif.
collectif, mais ça veut aussi dire changer un petit peu de mentalité vis-à-vis de certaines choses, et notamment vis-à-vis d'un système qui voudrait que chacun s'accapare le plus de choses et les garde pour soi sans les partager. Et donc, je pense que ça se retrouve beaucoup dans les réseaux dans lesquels on est. On est plusieurs autour de cette table à être des collectifs ou à participer à différents collectifs. Quand on se présente, on a l'impression que c'est un jeu de poupées russes. Mais l'intérêt que ça a, c'est vraiment de pouvoir justement mettre à disposition de tous les trouvailles et les bonnes idées de chacun. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment valoriser. Nous, en Récidev, on fait partie déjà d'un réseau, c'est vrai que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est Rictimo, qui est un réseau de centres de ressources. Et les valeurs de ce réseau sont vraiment de dire que les outils doivent être à la disposition des gens. Il n'y a absolument pas de volonté de bénéfice sur ces outils ou quoi que ce soit. Nous-mêmes à Récidev sommes dans ce même esprit. Quand on crée des outils pédagogiques, ils sont téléchargeables pour tout un chacun et donc reproductibles par toutes les personnes qui auraient besoin de s'en servir. Et cette notion-là, je pense, est aussi très importante, de se dire il faut vraiment que les savoirs et les bonnes idées soient partagées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour citer un exemple du coup d'action, qui est la campagne alimentaire. Pour la présenter très rapidement, c'est une campagne qui est coordonnée au niveau national par le CFSI et en région ou en département selon les échelles par différents acteurs. Et l'idée de cette campagne est donc le but premier est de lutter contre la faim, mais de manière plus large de faire comprendre aux citoyens et citoyennes qu'ils sont acteurs d'un monde et donc qu'ils ont un droit de regard et surtout une capacité d'action vis-à-vis du modèle agricole et alimentaire que l'on promeut. Et cette campagne a un temps fort qui est le festival de films qui commence là bientôt puisque c'est du 15 octobre au 30 novembre. Et ce festival est vraiment un outil clé en main qui est mis à la disposition des acteurs qui en ont besoin. Dans le sens où il y a une sélection de films qui est faite, qui a des droits négociés. Alors, ils ne sont pas toujours gratuits, mais là, par exemple, notamment au milieu scolaire, cette année, tous les films sont proposés entièrement gratuitement. Et le réseau met à disposition des acteurs qui en ont besoin des outils de diffusion de films, des outils de communication, mais aussi, et c'est très important, un accompagnement pédagogique sur comment utiliser ces films au mieux pour pouvoir après débattre et faire débattre les citoyens. Et donc je trouve que c'est vraiment un bon exemple de comment tout un chacun va venir apporter au niveau des pôles territoriaux. On a des gens qui travaillent sur... Moi, je vais travailler sur tel film, mais je vais essayer d'imaginer un outil pédagogique. Et une fois qu'il est créé, je le mets à disposition sur la plateforme alimentaire.org. Et du coup, les autres personnes qui veulent organiser une séance vont pouvoir venir piocher ces bonnes idées, éventuellement les adapter au public ou au contexte dans lequel ils font l'animation. Et donc, je trouve que cette notion de partage et d'échange est aussi un autre volet de l'aspect collectif qui est vraiment important et enrichissant. Merci Marie, c'est un très bon témoignage sur la nécessité du collectif, parce que dans le collectif, pas pour faire collectif, il faut être d'accord pour échanger et partager. Sinon, on ne fait pas collectif. Hervé. Donc, FNA, j'ai pas oublié, comme structure régionale, mais comme structure nationale, a une capacité de faire remonter des informations et de faire redescendre des informations. Et à partir de ce moment-là, on va être plus dans du partage que dans un collectif, puisqu'on n'est pas un collectif. Par contre, on peut se diriger vers les structures parallèles, si on peut dire, qui existent, et relayer. Donc on a une grosse activité, si je puis dire, de relais au niveau de BFC. Donc ça peut concerner les films alimentaires, ça peut concerner toutes les choses. Quand vous avez parlé tout à l'heure du Bangladesh, on n'a aucun contact avec le Bangladesh. Sauf que, ou d'autres pays, peu importe, c'est qu'un exemple. Sauf que quand on fait un débat public ou quand on fait une communication sur la production de gaz à effet de serre et qu'on voit qu'en termes de pourcentage, les productions de gaz à effet de serre de la Chine augmentent et ceux des États-Unis ou de la France diminuent, derrière, il faut bien illustrer le fait que ça reflète non pas ce qui se passe dans ces pays-là en tant que pays, mais le fait qu'ils sont des relais à des délocalisations et que ce sont eux qui se polluent, si je peux dire, ou du moins qui passent pour les plus cochons de la Terre, et les autres, ils semblent vertueux, mais c'est parce qu'ils ont délégué, grosso modo, ou leurs déchets d'ailleurs, ou la production de gaz à effet de serre dans d'autres pays. Donc ça fait partie de ce qu'on essaye de faire comprendre pour que l'information, quand elle passe, surtout en termes de pourcentage, elle ne soit pas interprétée à l'envers ou au contraire de ce qu'elle signifie. Donc ça, c'est pas du collectif, mais c'est de l'information, de la sensibilisation, du décryptage de choses. Alors on fait aussi dans ces actions-là qui rentrent dans le sens du bien commun,
on peut le dire comme ça. Ça peut être des choses, par exemple, par rapport à la pollution, des affiches lumineuses, voilà, la pollution lumineuse dans certaines villes. Et donc là, il y a des actions qui se mettent en collaboration avec d'autres structures. Donc c'est sur des objets précis, pas avec une convention ou des choses comme ça, que des collaborations se mettent en place. On a organisé avec d'autres, ou plus exactement d'autres ont organisé avec nous, je ne sais pas comment il faut le dire, une démarche, et entre autres une marche sur l'aéroport de Tavaux, dans le Jura, pour expliquer les problèmes que pose actuellement l'aviation à différents niveaux. Voilà. Donc c'est notre façon d'être dans des collaborations sans être dans des conventions. Et ça peut être un petit peu sans fin en fonction du temps de travail que l'on peut assumer, voilà. Parce que ça a un aspect assez énorme et des choix qui sont faits en fonction de la structure elle-même qui a des militants pour ceci ou pour cela. Et on voit bien à travers ton témoignage que le collectif peut prendre des formes complètement différentes. Ah oui. Ce qui en soi n'est pas un problème à partir du moment où tous les partenaires qui collaborent en ont conscience et où la volonté d'échanger et de partager existe. Ce que je veux souligner à ce propos-là, si c'est possible, c'est que l'une des raisons de ma présence aujourd'hui, c'est de contacter, je dirais presque pour la première fois physiquement, des structures que je ne connais pas ou que je connais par Internet. Et grosso modo, par Internet, ça me saoule parce que j'en ai tellement qui arrivent que je suis mort, je suis obligé de noter à la poubelle tout de suite, quoi. Et donc, à un moment donné, quand même, je dis ceci, ils font des choses intéressantes, ils sont ici, ils sont là. On a participé de façon tout à fait un peu marginale par rapport à l'agriculture, à ce qui se passe au Burkina Faso, sur le coton OGM, voilà. Donc, et puis à d'autres endroits. Donc ça, c'est en relation encore avec d'autres petites structures qui s'intéressent au maraîchage ou qui s'intéressent à toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça, le collectif, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais c'est vraiment une culture d'un ensemble et de trouver des relations, même si c'est épisodique, sur des choses qui vont faire avancer le schmilblick. Voilà. Alors pour continuer de faire avancer le schmilblick, je vais rendre la parole à Odile. Je voulais rebondir sur la force du collectif. On a parlé des collectifs ici, là où on vit. Moi, je vais parler du collectif là-bas, en reprécisant que les partenaires d'Artisans du Monde, les partenaires commerciaux, sont essentiellement des tout petits producteurs, en moyenne 2 hectares, contrairement à d'autres acteurs du commerce équitable qui ont fait le choix de la grande distribution et qui travaillent avec des plantations. Chez Artisans du Monde, il n'y a jamais de partenaires qui travaillent dans des plantations, dans des conditions parfois douteuses, mais bon. Et donc, les partenaires, ce sont des petits producteurs. On ne va pas, bien sûr, aller acheter des sacs de fèves à un petit producteur tout seul. C'est pas possible. Donc, la condition, c'est qu'ils se regroupent en coopérative ou en village et qu'ils prennent en charge collectivement leur démarche commerciale. Comme ça, ils sont beaucoup plus forts en face du partenaire pour négocier des prix, par exemple. Ce n'est pas l'acheteur qui va appliquer les prix du marché et le producteur qui n'a rien à dire. Ils ont plus de force, ils sont sur un pied d'égalité. Ils font l'apprentissage de la démocratie. Ça oblige aussi à intégrer les populations les plus fragiles, les femmes de plus en plus, quand elles sont regroupées, ont plus la force de se faire entendre. Et un symbole concret de cette importance qu'on accorde au collectif, c'est que dans la charte qu'on signe avec les partenaires, il y a un prix juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a toujours une prime de développement pour la collectivité. Chez tous les partenaires, c'est vraiment un principe de base. Et par exemple, une prime de développement, et c'est le groupe, la collectivité, le village, la coopération qui va décider de l'affectation de cette somme. Est-ce qu'on va refaire l'école? Est-ce qu'on va électrifier? Est-ce qu'on va refaire les routes? Donc, voilà, ceci illustre l'importance. Voilà, tout seul, on ne peut rien. Dès qu'effectivement, on fédère ses forces, on est plus intelligent, on est plus fort, et puis on est plus heureux, je pense. Merci Odile. Ousmane? Peut-être tout à l'heure, on parlait aussi d'un travail collectif. C'est vrai qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on évoquait les campagnes citoyennes. Il y a déjà un travail en commun qui est fait entre les structures au niveau des campagnes citoyennes, que ce soit Récidev au niveau de la campagne alimentaire, CIMAD au niveau de Migrants Saines, entre autres. Et nous, au niveau aussi du Festival des Solidarités. Et au niveau du Festival des Solidarités, il y a un projet commun qu'on appelle une tournée régionale qui est
financé, la prestation est payée par la région, la coordination est assurée par nous. Les 20 collectifs assurent les frais de déplacement et d'hébergement des artistes. Et cette année, par exemple, c'est une troupe de la région qui a été choisie, c'est pas toujours le cas, mais avec 20 représentations, il s'appelle Carnet de corps. Et dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui a été co-construit et co-décidé avec l'ensemble des collectifs et des acteurs et qui permettent sur 20 territoires de la région d'avoir une représentation, donc pratiquement une dizaine en milieu scolaire, pour vraiment sensibiliser sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation à la citoyenneté mondiale ou l'éducation au développement durable ou à la solidarité internationale, ou en tout cas l'ouverture à l'autre, l'ouverture au monde. Et ça, je trouve que c'est pas toujours évident parce que ça devient une évidence en Bourgogne-Franche-Comté, mais en tout cas, ces actions communes, que ce soit en termes au niveau des campagnes citoyennes ou au niveau d'actions communes, il y en a pas mal. On ne les trouve pas dans d'autres régions. Donc, quelque part, c'est vrai que on n'aime pas toujours parler de nous, mais on arrive à travailler ensemble sur des projets de dimension régionale qui sont dupliqués ailleurs. Et c'est le cas de la tournée régionale, parce que l'AFD l'avait soutenu l'année dernière, et cette même institution finance une tournée qu'on a eue l'année dernière en Occitanie cette année, dans le cadre du Festival de Solidarité, par exemple. Donc, on est réellement dans le collectif et le partage, puisque c'est du collectif et du partage qui s'exporte. Effectivement. Merci. Oui, Puis, une petite chose pour rebondir avec toi. On arrivera aux mêmes choses, mais on ne prend pas la même entrée, si je puis dire. Nous, l'entrée au niveau de FNE, de BFC et puis de FNE national, c'est la notion de système. Et donc, si on explique bien, c'est notre volonté, du moins, cette notion de système, on voit bien qu'il y a interdépendance. Et on insiste sur les notions aussi d'inertie. On insiste sur les notions de seuil. Parce que si un seuil est franchi, il va y avoir souvent une rupture. Et ça, après, ces ruptures, elles sont un petit peu comme des chutes de dominos. Donc ça met en avant qu'on est dans quelque chose de systémique et qu'on ne le sait pas forcément, qu'on ne le voit pas et qu'on peut l'anticiper, mais qu'on va le découvrir quand quelque chose va se passer. Et donc, on essaye de développer cette approche-là qui peut paraître intellectuelle, mais qui cherche à obtenir une maîtrise conceptuelle pour pouvoir savoir où et comment et quand aller. C'est la même chose que ce que vous avez dit, à mon avis, mais on l'exprime de cette façon-là. Effectivement, l'approche systémique, l'approche holistique, et ça va dans le sens de ce qu'on nous dit depuis 1992, agir local et penser global. On est vraiment dans cette approche-là si on le respecte. Oui, et inversement. Local et global, je pense que les deux sont concernés, c'est en réciprocité. Sinon, il y a... Effectivement. Ok. Alain, si tu veux... Oui, je veux bien. Odile parlait tout à l'heure du collectif, pas seulement ici, mais du collectif là-bas. Nous, notre association, nous ne travaillons jamais sur un projet sans avoir fait une étude de faisabilité, enfin on peut l'appeler comme ça, mais un peu longue. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer de la réussite possible du projet. C'est-à-dire que c'est idiot de lancer des actions si elles ne sont pas suivies d'effets. Et ça amène aussi à la pérennité de nos actions et les rendre durables. Alors nous, les apiculteurs, nous sommes des éleveurs, des paysans, donc enfin on a cette sensibilité-là, et nos projets sont toujours dans la durée et longs. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner une formation et chercher un financement pour pour pouvoir fournir du matériel et partir. C'est-à-dire qu'il faut revenir et être présent. Et le but est que les gens après soient autonomes et qu'on n'a pas vocation à être là-bas vitam aeternam, et qu'ils soient en capacité de mener leurs actions eux-mêmes, voilà, et qu'ils maîtrisent l'apiculture sans que nous on soit là. Voilà. On est au cœur de la coopération et du développement. Rendre autonomes les gens pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Et ça rejoint complètement l'aspect éducatif, puisque un des enjeux principaux de l'éducation, c'est l'accès à l'autonomie. Tout à fait. Et si tu permets, moi, je voudrais dire que nos jeunes, nos enfants, qui sont en LFR, en collège, enfin, dans n'importe quel organisme de formation, c'est un peu des petites abeilles, cher Alain. Ce sont des ruches, il faut en prendre soin. Et je pense que nous tous qui sommes là, avec tous les gens qui sont derrière, les moniteurs, les enseignants, les chefs d'établissement, les directeurs, tous sont les associations, le réseau, tous ceux qui sont là pour les accompagner, on leur fournit en fait une petite boussole.
C'est une petite boussole qui leur permet d'acquérir des connaissances, des savoirs, mais au-delà de cela, surtout des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, qui leur permet d'orienter, ce que je disais tout au début, leur parcours individuel, parce que ce sont des individus à part entière, personnels, ce sont des personnes, et professionnels. Et ça leur permet surtout de fonder leur engagement citoyen. Et ça, c'est important. Citoyen pour un monde soutenable, respectueux de la personne humaine, de son environnement. Et surtout, ça leur montre qu'on est tous interdépendants. Merci Natacha. C'était une très belle intervention qui pourrait servir de conclusion à ce temps-là. Dans les quelques minutes qui nous restent, simplement, si l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, souhaite délivrer un message aux jeunes qui nous ont écoutés ce matin, vous avez la parole. Oh, je les prends par surprise. Oui, je vais dire certainement des enneries, mais je vais le dire tel que ça me vient. Eh bien, les jeunes, on a besoin de vous, et puis vous avez besoin de nous, si je puis dire. Je résumerai comme ça, c'est un peu cavalier, mais venez. Voilà. Vas-y, Odile. Peut-être revenir sur le mot solidarité. Quand on demande à des jeunes qu'est-ce que c'est pour vous la solidarité, c'est souvent envoyer des dons. Chez Artisans du Monde, et je pense que je ne suis pas la seule ici, ça n'a rien à voir. Se montrer solidaire, c'est dans les principes de base. Je voudrais dire que Artisans du Monde a été créé en 1974 suite à un appel de l'abbé Pierre, avec l'idée d'aider ces gens à sortir. Le Bangladesh était dans un état de détresse extrême à cause de la guerre, etc. Donc la solidarité, l'idée c'était qu'elle s'exerçait par des partenariats commerciaux. L'autre est un partenaire et non pas quelqu'un auprès de qui je fais la charité en envoyant un chèque, ce qui n'est pas mal, pas négatif, c'est important aussi. Mais il y a une idée bien plus importante de la solidarité, c'est faire avec des gens qui sont sur le même pied d'égalité, sur un pied d'égalité avec nous. Je trouve que c'est important. Merci Odile. C'est un message simple à dire aux jeunes, là où vous êtes et par rapport à vos gestes quotidiens, vous pouvez contribuer à un avenir meilleur, à un monde plus durable et à un monde plus juste. Donc, et les adultes ou pas mal de structures sont à votre disposition pour vous accompagner par rapport à cet engagement citoyen et solidaire. Moi, je voudrais aussi leur dire, vous êtes capables de changer votre quotidien, vous êtes capables de changer notre quotidien. Et n'oubliez pas aussi de réaliser vos rêves, parce que c'est en y croyant, en étant motivé, dites-vous que vous êtes capable de tout faire. Le monde, il vous appartient, mais vous êtes aussi responsable de ce qu'on en fait, avec nous, bien sûr, à vos côtés. Voilà. Non, mais je pense que nos associations sont ouvertes, et les jeunes, effectivement, sont les bienvenus. Il y a du travail pour tous, et on a besoin des compétences de tous, et souvent, les cheveux blanchissants, on n'est pas très fort dans les réseaux sociaux, on n'est pas très fort dans un certain nombre d'outils de communication, et on a vraiment besoin des jeunes. De qualité. Merci à tous, et je vais simplement conclure en disant que, étant responsable d'un mouvement d'éducation, je peux difficilement dire autre chose que chaque fois qu'on les met dans un projet, les jeunes nous surprennent par leur engagement, leur capacité, leur sens de l'innovation, et que c'est bien ça qui est une source d'espoir pour demain, puisque ce programme d'ODD est vaste et peut faire peur, mais comme vous l'avez dit depuis bientôt 1 heure, au quotidien, chacun d'entre nous ensemble, on peut faire avancer les choses dans le bon sens. Donc c'est tout ce qu'on va nous souhaiter, et vous souhaiter aux jeunes qui prendront soin de nous demain. Merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne journée, et malgré le contexte, nous vous souhaitons de tous aller très bien.